à tous. Merci d'être revenus pour cette deuxième partie des journées 3D. Aujourd'hui, on va explorer les enjeux qui sont liés aux données générées au moment où on fabrique tous ces modèles 3D dont on a parlé hier et qui ont une diversité d'utilisation. Mais je pense que les enjeux sont assez partagés en termes de gestion de données, de diffusion, d'accès, de stockage. Voilà. Donc, on va explorer toutes ces questions ce matin. Donc, on va commencer par Cécile Calou qui va faire la première présentation de la matinée. Merci, c'est bien parce que je commence un petit peu en avance, comme ça je vais pouvoir prendre tout le temps. Donc, alors plutôt que défi et solution, solution, c'est plutôt défi et enjeu, parce qu'en fait les solutions, aujourd'hui je crois clairement on n'en a pas complètement. Et la question qui m'a été posée, c'est ça. Alors on a au niveau du muséum, on a pas mal de questions à se poser. Elle est en train de me prendre mon plan. Non, c'est à moi. Merci. Il y a ça. Et également, je suis très impliquée aussi du côté du CNRS, parce que pour information, je représente l'Institut Écologie et Environnement au sein du GT Données de la Direction des données ouvertes de la recherche, qui permet d'échanger beaucoup avec notamment tous les directeurs des grandes infrastructures nationales, ce qui est important, je pense, pour la discussion qu'on va avoir. Alors, les défis et enjeux, donc la numérisation du patrimoine prend une place grandissante pour les institutions. On parle d'École Plus et de Récolnat, donc on est vraiment quand même dans du patrimoine, on est vraiment dans ces questions-là. Et on voit bien que l'article que je mentionne de Bono Leroux, c'est quelqu'un qui est juriste et qui est juriste au ministère de la Culture. Et on voit bien qu'il y a toutes ces questions. Tout le monde est en train de s'y pencher parce que ça soulève énormément de questionnements. Donc ça évolue et on voit bien que dans les 20 dernières années, on a un accroissement de la numérisation 3D d'objets dans un contexte muséal, mais aussi de recherche qui explose littéralement et qui pose vraiment beaucoup de questions. Il n'y a plus un projet sans qu'il y ait de la numérisation 3D. Alors, il y a les données d'acquisition, mais il y a également les objets, les restitutions et les modélisations qui deviennent eux-mêmes des nouveaux supports de recherche. Donc ça, c'est bien connu, on a bien vu plein d'exemples hier. Mais toute cette multiplication, surtout avec la promotion de la science ouverte, pose de nombreux défis et qu'il est absolument urgent de questionner et de vous questionner aussi. Alors, le premier sujet qui n'a pas du tout été évoqué, mais donc comme on m'a demandé de le faire, j'y vais. Il y a d'abord des enjeux juridiques. C'est pas le côté le plus sympa, mais il faut pas le mettre sous le tapis parce qu'il y a un vrai enjeu. D'abord, alors il y a pas mal de choses que je vais aborder. Ce sont des questions parfois qu'on m'a posées. Donc c'est aussi pour ouvrir des pistes et des questions. Les questions juridiques posées par les objets eux-mêmes. Alors dans de nombreux cas, notamment dans École Plus, ce sont des objets de collection. Ça pose pas a priori de problème. Je dis a priori parce qu'en fait, voilà, on a les objets qui sont ethnographiques sur lesquels on peut avoir une question, parce que c'est des créations, donc on peut avoir cette problématique-là, mais on va se dire qu'on a surtout vu hier voilà, des objets, des crânes d'animaux. A priori, on n'est pas dans cette question-là. Un sujet qui revient fréquemment aussi, ce sont les questions juridiques qui sont posées par la prise de vue et l'acquisition numérique des objets. Souvent, les opérateurs de prise de vue, et il en faut beaucoup pour faire tout ça, se posent la question de quel est leur droit sur ce qu'ils produisent. C'est vraiment quelque chose, je vois plein de gens qui hochent la tête, donc c'est vraiment une question qui revient fréquemment. Et ce qui est clair, et c'est ce que je vous ai mis dans le guide qui a été produit par le ministère de la Culture, et en tout cas les juristes se sont penchés sur la question, c'est que vous utilisez des machines. Et ce sont ces machines-là qui font l'acquisition. Vous êtes des opérateurs. Donc il n'y a pas de création littéralement. Il n'y a donc pas, c'est ce que j'ai mis, c'est une prise de vue photographique peut être protégée, parce que là, il y a la lumière, la création, les angles. On peut jouer sur beaucoup de choses. Une conversion automatisée au format numérique par l'intermédiaire d'une machine. C'est le cas des scanners à plat, des CT scans et de tout ce que vous avez montré. Eh bien, ça correspond à un processus purement technique. Et la marge de manœuvre de l'opérateur, en fait, est réduite au minimum, puisque c'est déjà, vous utilisez des éléments qui sont intégrés à la machine.
Donc du point de vue du droit d'auteur, c'est un simple acte de reproduction et qui n'est pas un acte créatif donnant naissance à une nouvelle œuvre. Donc il n'y a pas de droit de propriété. En revanche, on doit vous citer, mais il n'y a pas de propriété. Et ces fichiers que vous produisez, les fichiers images, en fait, puisqu'ils sont issus des opérations de numérisation des fonds de collection des établissements, ces fichiers et leurs métadonnées descriptives sont juridiquement des documents administratifs. Ça, on a aussi du mal à l'intégrer, cette notion de document administratif. Il y a des lois, il y a des codes. Là, c'est le code des relations entre le public et l'administration. Alors souvent, pour ceux d'entre vous qui sont du monde de la recherche, on ne se sent pas trop concernés. Mais je vous ai rappelé cette loi que vous connaissez maintenant tous par cœur, qui est la loi pour la République numérique, qui a bien rappelé que les données de la recherche sont des documents administratifs. Donc voilà, on est vraiment dans ce cadre-là. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique un droit de propriété. Et le droit de propriété, s'agissant de documents administratifs, les droits patrimoniaux, et une grande partie des droits moraux d'ailleurs, relèvent des organismes. Ça appartient aux organismes. Donc, pour tout ce qui concerne le droit de reproduction et le droit de représentation, en fait, c'est vraiment aux établissements de dire ce qui peut être fait. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que j'entends de temps en temps, oui, mais moi j'ai fait ça, j'ai produit tel objet, et en fait, je vais aller publier tout aux États-Unis. Je mets tout aux États-Unis. En fait, est-ce que tu en as vraiment le droit ? Eh bien, je n'en suis pas sûre du tout. Donc, en ce moment, on voit émerger des questions, des jurisprudences sur ces questions-là. Alors, le patrimoine, ils sont très en avance. On a beaucoup de textes. J'ai lu pas mal d'articles sortis ces 2-3 dernières années sur des points un petit peu précis. Mais sachez que c'est pas si simple et qu'il est intéressant de s'y pencher et peut-être de vous apporter des réponses claires sur ces questions-là. Donc le droit d'auteur et le code de la propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est particulièrement complexe. On a besoin d'avoir des juristes qui nous clarifient clairement et qui vous donnent des réponses. Et surtout, on voit bien, de plus en plus, la numérisation est confiée à des prestataires, donc des gens extérieurs, ce qui pose d'autres questions. Et cette notion de contrat avec à qui appartiennent les données et les fichiers numériques est vraiment absolument essentielle. Alors, autre question, et on l'a vu hier, c'était une question de Pauline, et c'est souvent venu, donc je l'ai mis, l'impression 3D. Que devient, à qui appartient une impression 3D faite à partir de fichiers numériques ? Alors, les copies à l'identique d'œuvres préexistantes ne sont pas protégées par le droit d'auteur, puisqu'en fait, l'objectif même, et c'est ce qui était indiqué dans ce texte fait donc par un juriste, c'est que la personne qui a la maîtrise du logiciel de modélisation, son objectif premier, c'est de dupliquer un objet qui existe déjà. Ce n'est pas de créer quelque chose, c'est d'être au plus proche de la réalité. Donc en fait, ce n'est pas une création personnelle et subjective, et donc il n'y a pas de droit d'auteur sur cet objet-là. Mais dans la réalité, ça peut être plus complexe. Et alors, je ne sais pas si Florent est là, mais Florent a donné un exemple hier qui était assez intéressant. C'était en paléontologie, par exemple. Vous prenez des fossiles et vous créez en fait des modèles 3D à partir de fossiles et d'images. Et là, c'est là où ça devient plus complexe, parce qu'à mon avis, on rentre dans une création originale. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas simple, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se dire « c'est pas grave », on n'en tient pas compte, car il peut y avoir des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces différents documents et de Bonolorue, et également, vous voyez qu'il y a une commission au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui s'est saisie juste de la question de la 3D et du droit d'auteur, c'est parce qu'il y a des musées pour lesquels il y a eu des problèmes. Il y a eu des questions qui se sont posées de gens qui voulaient vendre des copies en leur nom. Et est-ce que ça appartenait à l'établissement ou pas ? Et ça, ce sont des choses qui doivent résonner chez vous, parce qu'on a déjà eu ces questions-là qui ont émergé. Donc il y a vraiment un sujet et un enjeu important pour les établissements à se saisir de ces questions. Et je pense que quand on est tous devant nos petits appareils d'acquisition, on ne se pose pas ces questions-là. L'autre énorme défi, mais vraiment énorme, c'est le défi de la conservation, stockage et archivage. Alors, en premier lieu, il faut absolument réfléchir. On a vu hier, vous produisez beaucoup et de plus en plus d'images avec toutes sortes de techniques. Alors, produire des données, c'est un coût. C'est un coût, il y a l'équipement, il y a le RH, parce qu'il faut des gens après pour faire l'acquisition, la reconstruction, la modélisation. Certes, ça coûte cher, mais il faut penser que les stocker, les mettre à disposition, ça coûte beaucoup plus cher.
Et autant quand on fait de l'acquisition, ça s'arrête, autant si on veut conserver tout ce que vous avez produit, votre idée, c'est quand même de les conserver pour toujours, hein, le côté pérennisation. Sauf que ça coûte de plus en plus cher et c'est cumulatif, puisque vous avez bien évidemment envie de garder tout ce que vous avez produit depuis longtemps. Alors, il y a eu un colloque, il n'y a pas longtemps, c'est sur le que garder. Il y a eu un colloque qui s'est tenu fin de l'année dernière, organisé par le Collège des données de la mission transverse et interdisciplinaire du CNRS, qui a réuni des gens de toutes les disciplines, hein. On allait de DSHS jusqu'à de l'astrophysique, de la physique des matériaux, de la robotique, enfin vraiment tout. Et l'idée, c'était de discuter de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde tout ou pas? Et est-ce qu'on peut garder tout? Alors, est-ce qu'on peut garder tout? La réponse a été rapidement, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on explose les quotas et les dimensions et les volumes de données. Mais comment réfléchir à, en fonction des disciplines, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'interroger. Est-ce qu'on a besoin de garder 3 millions d'images de souris? Est-ce qu'on a besoin... Enfin, il faut qu'on se pose la question. Il ne faut pas qu'on se dise, oui, on va tout garder. Ça n'est pas possible et ça n'est pas réaliste. Et on voit bien qu'il y a des enjeux économiques, parce que ça coûte très cher, d'autant plus qu'avec le coût de l'électricité, tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Technologique, parce qu'il faut aussi avoir derrière des infrastructures qui puissent supporter tout ça. Environnementaux, on nous dit, on parle beaucoup de la slow research, on parle beaucoup de ne plus prendre l'avion et de prendre le train, mais là, le numérique, c'est monstrueux, hein, c'est à côté, autant prendre l'avion, hein, parce que là, vous n'imaginez pas tout ce que vous dépensez. Patrimoniaux, et également avec toutes ces exigences légales, parce que dans certains cas, effectivement, on doit conserver des choses. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus, on a vu que c'était pas simple, donc c'est pour ça que je vous disais les solutions. C'était pas simple, mais il fallait trouver des moyens pour mieux répondre, en fait, et mieux identifier qu'est-ce qu'on devait garder, qu'est-ce qu'on ne devait pas garder. Et on l'a vu hier, hein, dans ce qui a été présenté, ce que Franck avait présenté notamment dans le cadre d'École Plus, il y a eu cette réflexion-là déjà qui a été engagée, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, parce qu'on ne peut pas garder et les fichiers bruts, et les fichiers intermédiaires, et les modélisations, les reconstructions à la meilleure définition de la Terre, quoi. C'est pas possible, mais vous avez déjà donné un petit peu des pistes. Donc, je vous ai indiqué, hein, il y a, la synthèse de ce colloque a été publiée. Ce qui est certain, c'est qu'on a remis un document à la direction du CNRS parce qu'on veut qu'ils se prennent en charge toutes ces questions-là. L'autre question assez importante, c'est où conserver. Il y a différents états, et hier, c'était assez intéressant dans les exemples que vous avez donnés. Il y a tout ce qui est durant le projet. En général, dans beaucoup de vos plateformes, de vos équipements, il y a beaucoup de disques durs, beaucoup dans vos ordinateurs, dans des NAS, dans tout ce que vous voulez. Donc il y a toutes ces questions-là. Il y a également tout ce qui est pendant le temps de la sauvegarde et du partage. Voilà, il faut qu'on travaille, on s'échange les fichiers. Et après, il y a l'archivage. Hier, on a beaucoup parlé d'archivage. Il faut savoir qu'entre le stockage et l'archivage, la différence de coût, vous multipliez par 1000. D'accord ? Là où ça coûte 1 € pour stocker, c'est fois 1000 pour l'archivage. Donc, il y a un vrai enjeu financier qu'il faut garder, en plus des éléments technologiques. Et on découvre, hein, effectivement, tout ce que vous avez dans vos disques durs. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Comment est-ce qu'on va garder ça, tout le travail que vous avez fait? Alors, je voudrais pointer sur des défis et des choses alors que vous avez sûrement en tête, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Attention à la localisation de l'hébergeur. Le droit qui s'applique sur les données est celui du pays où sont stockées vos données. C'est-à-dire que quand vous les mettez sur tout un tas de plateformes en disant « ah bah super, eux, ils vont bien gérer », il est toujours important d'aller regarder quel est l'hébergeur. Alors parfois, il faut vraiment y aller, il faut vraiment chercher, suivre, et on découvre souvent que c'est dans des pays qui n'ont absolument pas de droit, enfin, qui ont un droit sur la donnée, mais qui ne correspond pas du tout au nôtre. Donc, attention, hier j'ai posé la question à Renaud parce que je me demandais où était Morphomuséum, ce que je n'avais pas trouvé. Donc, il m'a donné la réponse. Donc, c'est en France, mais ça apparaît typiquement pas sur le site. Donc, je suis sûre que tu vas le corriger. Mais c'était assez important de savoir où c'est parce que pour nous, c'est crucial en termes de droit. Attention, vouloir conserver les données sur le long terme, c'est aussi de prévoir financer ce long terme. Je suis sûre que ça va parler à la direction des collections. Attention à l'obsolescence des infrastructures numériques. Il faut changer tout ça.
Attention au prix des fluides, hein, tout ce qui est informatique, enfin l'électricité, c'est super gourmand. Il faut pouvoir payer tout ça. Il faut également des RH. Donc vous, votre vision, c'est souvent un crâne très joli en 3D. Moi, c'est un peu ma vision en bas à droite. C'est-à-dire qu'en fait, sur une image, bon, une image faite avec ChatGPT, c'est une image, mais vous avez derrière une énorme infrastructure pour pouvoir conserver tout ça. Et attention, les données 3D en particulier sont extrêmement lourdes. La moindre image pèse des gigas et des gigas. Et certains formats sont sur le long terme difficilement maintenables. Donc il y a un certain nombre de fichiers qui sortent de vos appareils qu'on sait ne pas pouvoir conserver dans 3-4 ans. C'est des échelles. La pérennisation informatique, c'est 5-10 ans. Donc on a vraiment ce défi-là, cet enjeu-là. Et c'est également ce que présentait Franck hier sur cette standardisation des formats. Parfois, il faut transformer vos images dans d'autres formats qui peuvent être conservés sur un plus long terme, avec une échelle, voilà, plus long terme étant on ne sait pas bien quand. Accès et visualisation, alors il faut garder en tête tout ce que je vous ai dit précédemment, tout ce qui est juridique, droit de propriété, stockage, coût, pour explorer les meilleures solutions. Et la diffusion et la valorisation vers les communautés utilisatrices. La solution unique n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, voilà, ça n'existe pas. En revanche, il faut mutualiser autant que possible ce qui peut l'être, parce qu'il n'est pas forcément judicieux d'aller tout mettre au même endroit. Des choses qui viennent des collections, des choses qui viennent de la recherche, des choses... Ça n'a peut-être pas de sens, parce qu'en fait, il faut vraiment choisir le meilleur canal de diffusion en fonction de la cible que l'on vise. Et ça, ça me semble assez essentiel à rappeler. Alors, je suis allée explorer des exemples de lieux de stockage et de diffusion. Je suis allée regarder par exemple le Conservatoire national des données 3D qui est porté par l'IR Étoile Humanum. Alors là c'est clair, ce conservatoire, c'est un conservatoire national, mais c'est clairement inscrit, c'est pour les données de recherche en SHS. Voilà, typiquement c'est pour ces données-là, c'est pas forcément pour les autres données. Et je suis allée regarder parce que c'est assez amusant. Bon, il y a un spécimen du muséum, bon, il est très bien référencé. Il est clair que ça appartient au muséum, il n'y a aucun souci. Donc c'est un squelette qui est scanné morceau par morceau, qui pèse assez lourd, c'est de l'humain, c'est dans un contexte archéologique, ça pose pas trop de problèmes. J'ai plus d'interrogations sur ça. C'est un crâne de chien. C'est un crâne de chien qui est dans des collections. C'est une collection ostéologique d'un laboratoire. C'est de l'Institut d'art. Il n'a rien d'archéologique. C'est juste un calvarium de chien. Et franchement, on peut se poser la question, qui va aller chercher un crâne de chien et à quoi il va servir ce truc-là dans ce contexte-là. Donc vous voyez, typiquement, c'est ce genre de questions sur lesquelles il faut qu'on s'interroge. À quoi ça sert? Pourquoi il est là? Et quelle va être sa plus-value? Autre chose à garder en tête, alors quelque chose qu'on me cite tout le temps, Morphosource. Moi, j'ai tout mis sur Morphosource. Alors, Morphosource, c'est pareil, c'est bien d'aller regarder les petits caractères. Vous voyez, j'ai surligné, après 2028, Morphosource, il n'est plus soutenu financièrement. 2028, on n'est pas loin. Et après, il compte en fait sur la communauté pour prendre en charge. Donc, attention à ce sujet-là. Et puis l'autre sujet, alors là, il a fallu plus aller chercher loin et creuser, c'était les termes d'utilisation de Morphosource. Et il est clairement rappelé que Morphosource, on m'a dit souvent, mais c'est anglais. Non, c'est pas anglais, c'est hébergé aux États-Unis, c'est à Duke. Et tout ce qui est réclamation, c'est la loi américaine. Ça n'est pas du tout la loi française qui protège le droit d'auteur et qui protège le droit de paternité. Si vous mettez ça là-bas, vous leur donnez très gentiment vos données. Donc attention à ce genre de choses. Et c'est vraiment ces warnings-là, ces enjeux-là sur lesquels je voulais attirer votre attention. Et pour conclure, quelques pistes, parce qu'il faut quand même qu'on aille de l'avant et qu'on propose, non pas des solutions, mais en tout cas des pistes de réflexion. Donc au Muséum, on a une réflexion à mener collectivement dans le cadre de la gouvernance des données scientifiques, aussi bien recherche, collection, expertise, puisqu'on a de plus en plus de données de ce type-là. Et dans les attributions du comité de gouvernance des données scientifiques, qui est en train de se mettre en place, on peut se saisir et créer des groupes de travail sur ces questions-là. Et typiquement, et je remercie Pauline qui m'a dit, mais moi j'aimerais bien mettre ça en place et on a un sujet visiblement en interne à l'établissement sur ces questions-là, de façon collégiale et collective. Et puis il y a un autre sujet, c'est que pour
mieux réfléchir. Pour réfléchir à tout ça, il faut également qu'on ait une meilleure visibilité de l'existant et du devenir des données 3D. Et on a un super document qui n'est pas qu'un document administratif, qui est un vrai document de pilotage vraiment technique et intéressant. C'est le plan de gestion de données. Et on a recruté quelqu'un qui est là-bas, Sophie Barry, qui vient d'arriver dans le cadre de l'Alliance Sorbonne Université pour rédiger les plans de gestion de données des plateformes. Alors, il y en a 144 à l'échelle de l'ASU. Parmi ces plateformes, il y en a quelques-unes qui relèvent de l'acquisition 3D, puisqu'il y a Astérix. Dans le cadre de l'UR Données, il y a plusieurs plateformes. Donc, on va commencer par faire ça. C'est quelque chose qui est assez attendu, de s'intéresser à toutes les plateformes pour essayer de savoir quel est le volume est produit, où est-ce que ça va, avoir une vraie visibilité de ce qui est fait, comment c'est fait. C'est quelque chose, je peux vous dire, qui est assez regardé, et même les autres institutions, les autres organismes de recherche sont assez intéressés de voir comment on va travailler, comment on va le faire. Et on va le faire avec l'INIST pour aussi présenter et proposer des plans de gestion de données adaptés aux plateformes d'acquisition. Donc on est aussi au niveau national, on s'intéresse à ça parce qu'il faut absolument qu'on sache quel est le volume réel de données, y compris des données 3D, on a pour pouvoir, à l'autre bout, essayer de réfléchir à des solutions pour mieux les conserver et pour faciliter votre travail, en fait. Donc voilà pour moi.